Bonjour, concevoir et monter un projet, c'est être acteur de sa vie professionnelle, mais aussi personnelle. Et pour vous encourager à prendre ce chemin, T'inquiète, je gère reçoit chaque semaine de jeunes entrepreneurs. Et aujourd'hui, c'est Maude Caillot, cofondatrice de GreenGot, la banque verte 100% en ligne. Alors Maude, merci beaucoup d'être avec nous. Bienvenue sur ce plateau. En deuxième partie d'émission, vous découvrirez les conseils de Nathalie Carré, experte en entrepreneuriat au sein de la CCI, qui viendra vous expliquer comment se démarquer et se faire connaître. Mais rentrons tout de suite dans le vif du sujet avec vous. Maude, parlez-nous de cette banque verte 100% en ligne. GreenGot, qu'est-ce que c'est ? Alors GreenGot, comme tu viens de dire, c'est une banque en ligne qui est 100% écologique. Donc aujourd'hui, notre argent à la banque, il ne dort pas, il travaille. Il est investi par nos banques dans surtout des actifs carbonés, donc du pétrole, du charbon, du gaz. Et c'est tout ce qu'on veut arrêter avec GreenGot. Donc en fait, pour l'utilisateur, rien ne change. Ça reste un compte courant, une carte bancaire et de l'épargne 100% verte. Mais voilà, l'argent est complètement redirigé vers des placements qui sont à impact positif. D'accord. Et qui sont accessibles du coup à tous. Et par exemple, qu'est-ce que c'est ? Cet argent va où quand vous dites pour quelque chose d'impact positif, c'est-à-dire ? Bien sûr. Donc, en fait, le compte courant, lui, est complètement décarboné. Donc, on ne l'investit plus du tout. Il n'a plus d'impact négatif. Tu as ta carte bancaire sur laquelle tu peux complètement... Voilà, il est accessible. Et tu as aussi à côté de l'épargne verte, donc elle qui a un énorme impact sur l'environnement. Aujourd'hui, l'épargne des Français, elle a un impact qui est très négatif. Elle émet 5 fois plus de CO2 que la France entière chaque année. D'accord. Donc, c'est-à-dire que si tous les Français, du jour au lendemain, arrêtaient toute leur consommation, leur transport, toutes leurs émissions de CO2, et bien, s'ils ne fermaient pas leur compte en banque, en tout cas, changeaient pas de banque. Ça reviendrait au même. Il y a la moitié encore de leurs émissions qui continueraient. Et donc cette épargne verte, nous, elle est investie dans des projets qui sont labellisés Greenfin. Donc c'est le label qui permet d'arriver aux objectifs des accords de Paris, donc de rester en dessous des 2 degrés. Ok, très bien. Et comment vous est venue cette idée ? Tu as cofondé cette entreprise donc, avec une amie ? Avec trois personnes. D'accord, vous êtes 3 cofondateurs. Et comment est venue cette idée Moi, j'imagine que c'est effectivement tout ce qui passe avec l'écologie aujourd'hui. Exactement. Mais comment on pense à ouvrir une banque verte ? Justement, c'est que personne n'y pense. Donc c'est ça le déclic. Donc je pense que je fais partie vraiment, comme beaucoup de gens de ma génération, avec cet éveil écologique, changer son régime alimentaire, changer ses transports, changer sa consommation, regarder un peu plus loin. Vivre, ouais. Exactement. Et puis un jour, on tombe sur des rapports qui disent que le premier geste écolo, c'est changer de banque. Et donc on ne comprend pas au début pourquoi mon argent, j'ai jamais pensé comme avoir un impact sur mon environnement, parce qu'on l'imagine dans un coffre-fort à la Lucky Luke. Pas du tout. Au contraire, il travaille. C'est tout le rôle même de la banque de réinjecter dans l'économie, et sauf qu'elle le réinjecte dans une économie qui est hautement carbonée. Donc voilà, c'est toute une génération qui fait des efforts, et son argent, c'est pourquoi elle travaille toute sa vie, qui finance exactement tout le contraire. Et c'est de ce constat-là, de cette schizophrénie du système qu'est née l'idée GreenGot, et c'est pourquoi on travaille depuis plus d'1 an maintenant. Et comment on crée une banque ? Parce que, je ne vais pas dire que ça paraît facile de créer, je ne sais pas moi, une boulangerie ou même une autre entreprise, mais une banque. On parle quand même de quelque chose de très sérieux, c'est la banque, voilà, c'est l'argent des gens. Comment on crée une banque ? Voilà, donc quelle autorisation il faut ? Voilà, une banque, c'est extrêmement régulé. Évidemment, on ne peut pas créer une banque de A à Z comme ça. Et heureusement, pour moi, même en tant qu'utilisatrice, il y a des grands gendarmes. Il y a la CPR qui est là et qui vérifie que tu fais bien les choses avec l'argent et qu'il n'est pas perdu. Okay. Donc en fait, comment est-ce que tu peux te lancer et créer une néobanque ? C'est que tu vas passer par un prestataire technique qui, lui, a un niveau de licence élevé, agrégé par la CPR, et dont le métier, c'est de louer cette licence. Donc en fait, on peut imaginer ça un petit peu comme nous, on a la recette du cookie, on dit exactement ce qu'il faut faire de l'argent, comment il faut le faire. Et ce prestataire, lui, a l'usine, avec toutes les règles d'hygiène, avec toute la logistique et tout ça.
D'accord, ok. Vous contactez cette personne et après, elle se charge de tout mettre en place, c'est ça? On travaille En fonction- avec vous travaillez cette ensemble, ouais. personne. C'est comme ça que sont lancés les néobanques N26, Revolut Ok. et tout ça. Ouais. On ne peut pas commencer directement avec une licence d'établissement de crédit, D'accord. qui sont des licences extrêmement longues, coûteuses à avoir. Et la CPR, on a donné 2 en 100 ans. Voilà, donc c'est vraiment, à terme, évidemment, c'est l'objectif. Aujourd'hui, Ok. ça s'ouvre de plus en plus. Il y a de plus en plus d'acteurs financiers et bancaires qui naissent. Mais au départ, évidemment, on travaille main dans la main avec une institution qui a ce niveau de licence. D'accord. Et quand on monte une entreprise et une banque, du coup, j'imagine, on connaît des difficultés. Quelles difficultés vous avez pu rencontrer avec vos associés? Nous, la plus grosse difficulté qu'on a eue, c'est vraiment l'éducation des gens. En gros, cette problématique, l'écologie, tout le monde est conscient qu'il y a un problème, il n'y a plus vraiment de débat à ce niveau-là. Tout le monde veut faire des choses, mais par contre, l'éducation du fait que son argent à la banque finance des choses, n'est pas endormi. Voilà, moi, la première chose qu'on me dit quand je demande pourquoi est-ce que tu penses que ton argent pollue la banque, eh ben, on me répond que les banques envoient beaucoup de mails et ont des gros serveurs. Non, on ne parle même pas de ça. On parle vraiment des investissements qui sont faits avec leur argent. Et ça, les gens ne sont pas forcément au courant. Et moi, la première, il y a encore quelques années, que son argent, il fructifie, il travaille. Voilà. Et comment on sensibilise les gens justement à cette question? Eh ben, c'est une très bonne question. La première chose qu'on a fait, c'est de créer un blog qui s'appelle combienaimaitmonargent.info, émet comme émettre. Et en fait, c'est pas vraiment un blog, c'est plutôt un simulateur où on reprend les données de ces rapports qui sont un peu longs, PDF de 150 pages, qui donnent beaucoup de données et tout. On reprend ces données-là et on les met en fait de manière beaucoup plus interactive et personnelle. Et tu peux mettre ta banque, tu peux mettre le montant de tes économies à la banque. Et alors là, on te sort du coup l'impact carbone que ça, donc le nombre de kilos, de tonnes de CO2 que ça met par an. Et surtout, on te dit à quoi ça correspond. Parce que personne ne sait ce que c'est 1 tonne, 10 kilos de CO2, 10 tonnes de CO2, à quel point c'est grave. Les équivalences, oui, pour un peu, voilà, pour qu'on voit. Donc les équivalences, c'est les allers-retours Paris-New York, par exemple, l'avion. Ça va être le nombre de mètres carrés de banquise fondue. Sur ça, on base évidemment sur des études et des chiffres, c'est pas nous qui bien sûr, oui. non. Et aussi sur le quota carbone que chaque personne devrait avoir si on devait respecter les accords de Paris, c'est-à-dire 3 tonnes de CO2 par an. Pour info, en France, on est à 12 tonnes en moyenne de CO2 par an. Voilà. D'accord, oui, donc carrément on a encore de la marge. Ça, c'est clair. Et donc, si on fait tous ces efforts dans notre quotidien pour réduire justement cette empreinte carbone, mais que notre argent, il épuise déjà 5 quotas carbone de personnes, c'est pas possible, on n'y arrivera pas. Non, mais bien sûr, non, c'est clair. Justement, donc se démarquer, et vous dites, c'est combien aimer ma banque.info. Combien aimer mon argent. Mon argent.info. Voilà, donc allez sur ce site, vous verrez combien aimez votre argent. Moi, je vais y aller aussi et je pense qu'on va tous être très, très surpris. Merci Maud pour tout ça. Une dernière question. Si vous deviez donner un conseil à un jeune ou même moins jeune qui aimerait se lancer dans l'entrepreneuriat aujourd'hui, qu'est-ce que vous aimeriez lui dire? De se lancer. De ne pas avoir peur, surtout, et de se dire que si lui n'y croit pas, il n'y aura personne qui y croira à sa place. Donc qu'il faut y aller, qu'on ne sait jamais, que même sur un malentendu, ça peut passer, mais vraiment se lancer, y aller, avoir confiance. C'est un apprentissage incroyable. On ne peut pas se rendre compte à quel point on apprend sur le secteur, sur l'entreprise, mais aussi sur soi-même. C'est ce que j'allais dire, sur soi-même, sur ses forces, sur ce qu'on aimerait faire aussi. Quelquefois, quand on est jeune, quand on sort d'école, on a été dans des voies un peu tout droit, professionnelles. Et là, on se rend compte que comme on touche à tout, comme on voit tous les aspects, peut-être qu'on se trouve aussi avec de vraies passions. Merci Maud pour votre témoignage et pour vos conseils. Donc on vient de le voir, monter une banque et une entreprise même en général n'est pas une chose aisée. Mais comment se faire connaître par le plus grand nombre quand on démarre, comment faire connaître son activité? Retrouvez les conseils de l'expert tout de suite, exceptionnellement à distance. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, quand on lance une nouvelle entreprise, il est tout à fait exceptionnel d'être seul sur son marché, de ne pas avoir de concurrents. Il faut donc se démarquer. Voici 5 conseils pour vous y aider. Premièrement, arrêtez de vendre des produits ou des services, mais vendez des solutions, des offres qui créent de la valeur. Une offre, c'est une proposition de valeur, des services, des produits, éventuellement un outil. La valeur dont on parle, la valeur créée, c'est ce qui fait, c'est le bénéfice, c'est ce qui fait que les clients vont choisir votre offre plutôt que celle d'une autre entreprise. C'est ce qui rend votre offre préférable à d'autres. Et donc, c'est ce qui pousse les clients à acheter chez vous. C'est une déclaration claire qui explique comment votre offre
résout le problème de vos clients, satisfait ses besoins ou améliore leurs conditions. Si nous reprenons l'entreprise Gringot de Maud, il y a bien un produit, une banque, avec des services, le compte courant, le compte épargne, mais il n'y a pas d'offre qui crée de la valeur aux utilisateurs, d'autant plus qu'ils vont devoir payer pour accéder à leur compte sur cette banque. On pourrait donc imaginer des offres simples, par exemple une offre apprenti écolo, avec juste un compte, un changement de banque en 2 clics et la plantation de X arbres avec un partenaire Y. Et puis, il pourrait y avoir une offre écolo intermédiaire auquel on ajouterait un compte épargne, le moyen de compenser ses achats polluants en choisissant des partenaires sélectionnés par Gringot, et puis une offre écolo expert où on ajouterait par exemple la possibilité de choisir ses investissements verts et des webinaires par exemple pour gagner de l'argent avec des titres verts. Bref, les produits et les services qui composent les offres doivent attirer, donner envie de payer parce que si ça crée assez de valeur, si ça crée assez de bénéfices pour moi en tant que client, alors je suis d'accord pour payer. Reprenez toutes les applications que vous avez dans votre téléphone, tous les services que vous utilisez et demandez-vous lesquels créent suffisamment de valeur pour payer si jamais demain, elle passait payante. À mon avis, vous allez faire un petit nettoyage dans vos applications. Donc, première chose, arrêtez de vendre des produits, vendez des offres qui créent de la valeur pour vos clients. Deuxième conseil, co-construire avec ses clients. Souvent, les entrepreneurs se lancent en ayant imaginé leurs offres tout seuls ou avec leurs associés. Quand, comme Maud, on a de la préinscription ou vous avez fait par exemple une campagne de financement participatif, il faut capitaliser sur cette ressource. Vous avez des emails, vous avez des noms de gens qui sont prêts à vous suivre. Ça va vous permettre d'ajuster vos cibles et d'ajuster vos offres et puis tout votre marketing mixte. Il faut les interroger et les impliquer. Et c'est eux qui vont vous dire les produits, services dont ils ont besoin et c'est eux qui vont vous dire leurs besoins et donc la proposition de valeur qu'ils attendent de votre part. Ça m'amène au troisième point. Appuyez-vous sur votre communauté, appuyez-vous sur une communauté. Maud pourrait parfaitement utiliser les 4000 préinscrits à sa banque pour créer par exemple un rôle d'ambassadeur qui ferait la promotion de la banque contre une part de l'entreprise, pourquoi pas et utiliser ceux qui auront co-construit pour relayer l'info avec des offres de parrainage. Bref, faites faire la communication par vos clients. Le bouche à oreille est encore un moyen assez efficace aujourd'hui. 4, créer des offres croisées et des partenariats avec les acteurs qui s'adressent à la même cible que vous, mais qui ont des offres différentes. Pour Maud, par exemple, qui vise plutôt les jeunes écolos, elle pourrait proposer une ouverture gratuite ou une ouverture avec une réduction sur le compte Gringot pour tous ceux qui auraient fait, par exemple, 100 € d'achat sur le site Greenwiz ou un autre site qui propose des produits écologiques. Ou bien, avec une marque de vêtements recyclés, upcyclés, etc., pareil, proposer une ouverture avec un tarif réduit ou simplement gratuit. 5e point et dernier point, soyez présents sur tout le parcours d'achat. Le parcours d'achat, il commence à l'information. J'ai envie de quelque chose, j'ai besoin, j'ai un problème à résoudre, donc je vais me chercher de l'information pour trouver une solution. En général, surtout aujourd'hui, la recherche d'informations se fait sur Internet et via les moteurs de recherche. Il faut donc être présent dès le début de ce parcours d'achat pour informer, expliquer et, dans le cas de Maud, rassurer, présenter. Rassurer, c'est important parce que, certes, c'est de l'investissement, mais si l'internaute sur votre site Internet, sur votre appli, trouve la réponse à ces questions, comprend comment résoudre son problème, il y a de fortes chances pour qu'en fait, il achète chez vous et pas ailleurs. Mais pour ça, vous devez lui proposer des informations fiables, honnêtes, complètes, pour qu'il soit effectivement rassuré et encore plus quand on est sur des offres, des produits sensibles comme la banque. Vous l'avez compris, il ne s'agit pas d'avoir une offre innovante, il faut que cette offre innovante se place sur le marché, au milieu des autres, et il faut qu'elle émerge au milieu des autres. Et donc, pour ça, il faut qu'elle promette quelque chose que les autres ne promettent pas. Et ça renvoie à un sujet important en entrepreneuriat, la mission, l'ADN de l'entreprise créée. Merci Nathalie Carré de CCI France pour ces conseils. Vous-même, Maud, est-ce que vous avez été accompagnée pour faire connaître Gringot? Vous nous avez parlé donc du blog que vous avez fait, mais est-ce que vous avez été accompagnée par un organisme comme la CCI par exemple? On n'a pas été accompagné par un organisme à proprement parler, mais par des personnes, évidemment.
Le parrain du projet, c'est François Gémen, qui est une des grandes voix justement sur ce sujet, qui est passé plusieurs fois sur Quotidien et qui justement a écrit des livres à ce propos. D'accord, et sur l'impact des banques. Exactement. Et on est aussi accompagné par des personnes qui, elles, ont de plus longs et beaux parcours professionnels dans la banque, qui sont elles aussi désireuses de changer les choses. D'accord, donc vous accompagnez pas par des organismes, mais par quand même des gens de votre secteur. Par des mentors, évidemment, qui voient en notre projet quelque chose de fort et surtout d'indispensable. Exactement, ouais, de nécessaire pour plus tard. Donc si vous souhaitez en savoir plus sur la Chambre des commerces et de l'industrie, vous allez sur www.cci.fr. Pour Green Got, pour en savoir plus, c'est green-got.com. Les préinscriptions sont ouvertes, gratuites et sans engagement. Et ça inclut peut-être aussi un impact. Qu'est-ce qui se passe quand on ouvre un compte, je ne sais pas moi, Green Got? Est-ce qu'on plante un arbre quelque part? Alors, on n'ouvre pas un compte, là, c'est les préinscriptions, donc elles sont sans engagement. Et en fait, à chaque préinscription, nous, on soutient des projets en agroforesterie et de replantation des coraux. Donc, c'est vous qui choisissez, vous avez tout un espace personnel, vous choisissez, vous voyez combien de coraux vous avez pu replanter avec le nombre de préinscriptions, par exemple. Parce que vous pouvez parrainer vos amis, en fait. Vous avez un code spécifique qui vous permet de parrainer tous vos amis. Et donc c'est comme ça que nous, on se fait connaître et qu'on montre qu'on n'est pas juste quelques écolos à vouloir demander ce changement, mais qu'on est un peu plus. D'accord, très bien, ouais, super. Merci beaucoup Maud, en tout cas. green-got.com. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission sur demain.fr. Et en attendant, t'inquiète, je gère.